Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. La situation est dramatique. Les chiffres sont alarmants. 6,7 millions de déplacés internes dans tout le pays. 40% de la population de la province de l'Ituri sont des déplacés internes. 28% de la population du Nord Kivu sont également des déplacés internes. Des milliers de femmes violentées, violées. Les morts se comptent également par milliers. Nous sommes en République démocratique du Congo. Les auteurs directs de ce drame sont connus. Ce sont les rebelles du M23. Mais pour le président Félix Tshisekedi de la RDC, il y a un homme derrière les massacres qui ont lieu dans son pays. Un homme derrière le pillage de son pays. Il s'appelle Paul Kagame, le président du Rwanda. En campagne électorale en décembre dernier, il n'a pas exclu de déclarer la guerre au Rwanda. Mais le président Paul Kagame reste inflexible et se dit prêt pour la guerre. Après tout ce que son pays a connu, dit le président Paul Kagame, plus rien ne lui fait peur. Mais que se passe-t-il véritablement dans l'Est de la RDC? Comment mettre fin au drame que connaît ce pays? Les appels récemment lancés par les États-Unis et la France peuvent-ils mettre fin à ce qui est déjà considéré comme l'une des plus graves crises humanitaires que connaît le monde? Trois Congolais avec moi pour en parler. Reti Amouli, vous êtes avocat au barreau du Sud Kivu, président honoraire des avocats du tribunal pénal international pour le Rwanda, ancien candidat à la commission et à la présidence de la commission électorale CENI de votre pays. Ça fait des années que vous vous battez pour la création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC afin que les crimes, les viols perpétrés dans votre pays soient punis. Vous avez été reçu par le président de la République française, par le roi d'Espagne, par le président de la Commission européenne, par le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Vous nous direz au cours de cette émission, Maître Amouli Reti, pourquoi la communauté internationale n'arrive pas à mettre fin au drame que connaît votre pays, la RDC. Merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Kewin Maïzo, un habitué de mon émission, journaliste, analyste politique. Vous avez, vous, la dent dure contre la classe politique de votre pays et dans son ensemble. Mais merci quand même d'avoir accepté notre invitation pour faire le décryptage du drame que vit votre pays, la RDC. C'est plutôt moi. Tiberge Mouzitaba, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, représentant en France de l'UNC de Vital Kamerhe et l'Union pour la nation congolaise. Un grand soutien êtes-vous du président Félix Tshisekedi. Vous avez d'ailleurs milité pour sa réélection à la tête de votre pays, la RDC. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour faire le décryptage du drame que connaît votre pays, la RDC. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Nous sommes en décembre 2023. Le président Félix Tshisekedi était alors en campagne pour sa réélection, évoquant la situation dans l'est de son pays et faisant allusion à son homologue rwandais. Il déclare à la moindre escarmouche, il parlait alors du président Paul Kagame, je réunirai les deux chambres de mon pays et je demanderai l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Mais l'homme pourra-t-il mettre sa menace à exécution? Nous avons posé la question à l'écrivain congolais Patrick Mbeko. Il est par ailleurs spécialiste des Grands Lacs. On l'écoute, on en parle après. Il est vrai que Félix Tshisekedi avait menacé d'entrer en guerre contre le Rwanda en cas d'attaque des éléments du M23 dans le Nord Kivu. En décembre dernier, il avait déclaré lors d'une conférence de presse qu'à la moindre escarmouche, il allait réunir les deux chambres du Congrès pour obtenir l'autorisation d'entrer en guerre.
Doit-on prendre ces propos au sérieux? La question reste posée dans la mesure où ces déclarations ont été faites dans un contexte particulier qui est celui de la campagne électorale. Donc on peut penser à première vue qu'il s'agissait avant tout des propos électoralistes, d'autant plus que Félix Tshisekedi lui-même est revenu tout récemment sur ses propos lors d'une conférence de presse à Kinshasa, durant laquelle il a clairement dit qu'il n'était pas pour la guerre mais pour la paix. Et il s'est même dit ouvert à des discussions directes avec Paul Kagame. Donc tout ceci nous emmène à penser que Félix Tshisekedi ne privilégie pas et n'est pas prêt à entrer en guerre contre le Rwanda. Et à part la question électoraliste ou les déclarations qui ont été faites, il faut prendre en considération deux éléments importants. Le premier, c'est le problème que connaît l'armée congolaise, qui a des problèmes structurels très importants. Et je sais de sources sûres que lors d'une réunion du Conseil national de sécurité tout récemment, il y a des généraux, il y a des hauts gradés qui ont conseillé à Félix Tshisekedi de privilégier les négociations en lieu de place d'opter pour la guerre. Un autre élément à prendre en considération, ce sont les pressions américaines, puisque les États-Unis, depuis un moment, veulent éviter toute escalade dans la région des Grands Lacs entre la RDC et son voisin rwandais. On se souviendra de la visite inopinée de la patronne des renseignements américains qui est arrivée, je crois, à Goma, à discuter avec Félix Tshisekedi avant de s'envoler pour Kigali et discuter avec Paul Kagame sur la question de la paix à l'est de la RDC. Les dirigeants américains ont plus d'une fois fait savoir qu'ils étaient contre l'intervention du Rwanda, la déstabilisation opérée par le Rwanda en RDC, même si ces déclarations restent teintées d'hypocrisie, il n'en demeure pas moins qu'il y a une réalité qui est qu'il y a des gens qui appellent à la désescalade et Félix Tshisekedi profite de la situation pour se ranger à cela. C'était donc Patrick Mbeko, l'écrivain et spécialiste des Grands Lacs, Kevin Maizo. Et récemment, le président Paul Kagame du Rwanda a fait une sortie où il dit « Moi, j'ai posé la question de savoir qui sont les gens du M23, quelle est leur nationalité ?» Et on m'a répondu qu'ils sont congolais. Et j'ai dit, mais s'ils sont congolais, qu'est-ce que moi, Rwandais, j'ai à voir avec ça? Quand des Congolais combattent d'autres Congolais, en quoi est-ce que c'est l'affaire des Rwandais? Que se passe-t-il, Kevin Maizo, dans l'est de votre pays, la RDC? Bon, le président Kagame ne peut que tenir ce genre de propos parce que c'est quelqu'un d'extrêmement changeant. Il applique ce qu'ils appellent au Rwanda les Ubwenge. Le Ubwenge, c'est un concept qu'on ne trouve que au Rwanda, c'est-à-dire un mélange des malices, mensonges, manipulations. Parce que dans la culture rwandaise, si nous on dit que la vérité libère, au Rwanda, on dit que la vérité tue. Donc c'est de la manipulation. Parce qu'il y a une interview du président Kagame que l'on peut retrouver sur Internet où il disait que les Blancs ont beaucoup pillé le Congo. Maintenant, il est temps que nous aussi, les Noirs, qu'on fasse de même. Et il a aussi déclaré que personne ne peut accéder au pouvoir à Kinshasa s'il ne passe par Kigali. Ça, il ne doit pas oublier. Alors, la manipulation sémantique qui consiste à envoyer des troupes régulièrement au Congo et à les appeler, à les congoliser, à les appeler rebelles. Parce que l'enjeu, c'est quoi? Si vous les qualifiez de Rwandais ou de personnes soutenues par le Rwanda, vous mettez en œuvre la résolution 3314, 33e Assemblée Générale des Nations Unies. Qui dit quoi? Qui définit l'agression. Tandis que si vous parlez de rébellion, donc vous congolisez cette agression qui devient un problème de droit interne et qui n'est plus un problème de droit international. Donc il ne peut dire que cela parce qu'il a en face de lui son Missi Dominici, Félix Tshisekedi. Vous confirmez que le Rwanda et son président Paul Kagame sont derrière le M23? Impliqués jusqu'au cou. Ils ne sont même pas derrière le M23. Le M23, c'est le nom d'un bataillon de l'armée rwandaise qui agresse le Congo. C'est comme ça qu'il faut dire ça. Oui, c'est comme ça qu'il faut dire. Et j'irai même loin. Tout ce que vous avez entendu au Congo, depuis l'AFDEL jusqu'au M23, c'est l'UNAR, l'Union nationaliste rwandaise de François Loukeba. Ce sont les différents noms qu'utilise l'armée rwandaise pour arriver au Congo. Autrement dit, AFDEL égale RCD Goma, égale M23, égale Tutsi Congolais, égale Banyamulenge, égale
Twagiraneho égale ceci, égale cela. Donc c'est la même chose, au fait. C'est juste le nom qui change. Tiberge, Monsieur Tiberge Mozitaba, excusez-moi ma question, il n'y a aucune espèce de mauvaise pensée derrière. Le président Félix Tshisekedi dit, à la moindre escarmouche, je demanderai l'autorisation des 2 chambres et je déclarerai la guerre au Rwanda. C'est quoi l'escarmouche ici chez lui? S'il est établi, excusez-moi, s'il est établi que le Rwanda agresse votre pays, la RDC, s'il est établi, comme il dit, que le M23 est un bataillon rwandais, que les femmes qui sont violées, violentées chez vous, c'est le fait des Rwandais, que les déplacés, les millions de déplacés, c'est le fait des Rwandais, qu'est-ce qu'il faut comprendre par escarmouche chez le président Félix Tshisekedi? Alors, merci beaucoup. En fait, j'aimerais, pour la question, piocher un peu sur ce que vous avez passé comme vidéo, les spécialistes que vous avez présentés, M. Mbeko a dit. Le contexte qui a fait à ce que le président parle d'escarmouche était aussi différent. C'était d'abord la campagne et les peuples en a assez avec les Rwandais. Ah, c'est un langage de communication. Non, j'en arrive. Ah, d'accord. Donc, d'abord, il faut essayer un peu de voir étape par étape. Et donc, dans une campagne électorale, il y a certaines choses, certains mots qu'il faut prononcer pour captiver aussi l'électorat. Ça, d'abord, c'est ça. Deuxième chose, c'est que les contextes que le président a parlé, vous voyez qu'il a cité la Constitution, parce que c'est la Constitution qui l'a dit, que pour déclarer la guerre, la RDC, pour qu'elle déclare la guerre, il faut réunir les 2 chambres et demander la permission. Bien sûr, l'autorisation. Oui. Alors, à cette époque-là, quand le président en a parlé, les 2 chambres étaient presque à la fin, parce qu'il y avait les élections qu'on organisait. Et à cette époque-là même, il n'y avait pas d'escarmouche que le président a parlé. Nous avons remarqué... La question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par escarmouche? L'escarmouche, c'est qu'il mettait en garde les Rwandais. Contre quoi? Contre la guerre qu'il fait. Mais il y a déjà la guerre. Non, en fait, à cette époque-là, il y a eu un peu un accalmie. Il y a eu un accalmie. Et le président a dit que à la moindre... Et si vous vous souvenez bien, le président a parlé de ça quand M. Nanga, il a parlé de son AFC. Et le président a fait allusion aussi à AFC parce qu'il s'est rallié au Rwanda. Et il a dit qu'à la moindre escarmouche, je vais réunir les 2 chambres et nous allons attaquer. Alors, il s'est fait que ce contexte-là électoral est passé. Aujourd'hui, nous avons un Parlement qui est nouveau. Et donc, on est en train d'installer le Parlement. Donc, si aujourd'hui, le président dit qu'il va réunir les 2 chambres, c'est quelles 2 chambres qu'il va réunir? Nous sommes à l'étape où les parlements anciens est tenté de passer et qu'on va remplacer il sera remplacé par les nouveaux députés et sénateurs qui seront... Les députés sont déjà élus, mais les sénateurs qui seront élus. Donc, tous ces contextes-là ne permettent pas, je pense à mon humble avis, au président de déclarer cette guerre qu'il a préconisée. Mais aussi, il ne faut pas oublier que, Monsieur Richard, excusez-moi, je suis quelqu'un qui connaît la guerre. Non pas parce que j'étais militaire, mais parce que j'ai vécu la guerre. C'est vrai. Et des fois, les gens parlent de la guerre sur des plateaux télévisés, mais ils ne savent pas ce que c'est que la guerre. Et donc, connaissant cette réalité, parce que j'ai des cicatrices dans mon corps, connaissant cette réalité, je soutiendrai toujours que l'option de la guerre soit vraiment la dernière. Alors la dernière. Non, ma question c'est la moindre des choses. Était liée à la déclaration du président. Exactement. Je pense que j'ai essayé un peu d'expliquer et vous avez compris le contexte. La campagne électorale, comprendre le contexte. En tout cas, on va évoluer ici, Maître Amoli. Parlons sans langue de bois. Quelle analyse, quelle appréciation faites-vous de la situation qui prévaut aujourd'hui dans l'Est de votre pays et qui a poussé votre président à envisager l'éventualité d'une guerre contre le voisin rwandais?
Si vous permettez, je voudrais d'abord demander à mon confrère de me dire exactement il a connu la guerre, dans quelles circonstances et dans quelle situation, pour qu'on voit effectivement si on parle de la même guerre ou si on parle de la même chose. Alors là, on rentre dans la vie privée. Non, s'il y a une guerre, ce n'est pas privé. Juste un extrait. J'ai fini mes études en retard parce que j'ai été bloqué à l'Équateur pendant 6 ans. Ah, c'était pas en RDC, la guerre que vous avez connue, c'était pas en RDC. Équateur, c'est une province de la RDC. Ok, d'accord. C'est à l'ouest. À l'ouest, et j'ai été bloqué de la guerre qui opposait Jean-Pierre Bemba et le président de l'époque, Kabila Mzee. Et donc, les 6 ans, je l'ai passé à l'Équateur et je connais les stigmates de la guerre. Et c'est pourquoi, connaissant ces réalités-là, la guerre, c'est la dernière option. S'il y a possibilité que les gens se parlent, ils doivent se parler. Mais je ne soutiens pas la logique du Rwanda qui continue toujours à nier les faits avérés démontrés par les Nations Unies. C'est pourquoi je soutiens la position du président Tshisekedi qui dit qu'il est prêt pour les dialogues, mais pas avec les M23, comme mon confrère compatriote Kevin venait de le dire. Mais la guerre ce n'est pas les M23, c'est les Rwandais. Et donc, s'il faut discuter, comme je soutiens les dialogues, il faut que les dialogues se passent entre la RDC et les Rwandais. Mais la guerre dont vous parlez, la guerre, elle a déjà lieu dans votre pays. Il y a déjà la guerre. Dans le reste de votre pays. Bien sûr, mais je ne nie pas. Je ne nie pas. Mais je dis que, comme le président, il est dans la logique, il fait tout ce qui est à sa portée pour qu'il y ait un dialogue entre la RDC et les Rwandais. Mais si les Rwandais continuent à pousser les bouchons jusqu'au bout, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Et là, la RDC est en train de se préparer. En conséquence. Je comprends donc que nous ne parlons pas de la même guerre. Donc vous avez connu des stigmates de la guerre, vous avez peut-être perdu quelques années de votre vie parce que Jean-Pierre Bemba a attaqué son propre pays. Il ne faut pas oublier qu'au moment où Jean-Pierre Bemba attaquait son propre pays, il y avait quand même Museveni derrière lui, donc l'Ouganda derrière lui. Et là, nous revenons sur la même guerre, c'est-à-dire la guerre qui est menée contre le Congo depuis 1996 par... Je ne dis pas le contraire. Par Museveni et Kagame. Donc, Linard. Et donc, si je dois répondre à la question, je constate effectivement que vous parlez de 6 700 000. Voilà le chiffre, une comptabilité qui intervient. Mais c'est depuis 2003 que la comptabilité macabre a été fixée à 6 millions de morts. Et ça, c'est le rapport mapping. C'est pour les morts qu'il y a eu entre 1996 et 2003. Et le rapport mapping est sorti en 2012. Oui. Donc, même le rapport mapping, donc l'ONU, n'a pas été au-delà de 2003. Et il s'est arrêté à 6 millions. Oui. Ça lui a fait peur. Et il n'a pas voulu donner des chiffres. Aujourd'hui, entre 2003 et 2024, 20 années se sont écoulées. Bien sûr. Si, en 6 ans, il y a eu 6 millions de morts, et que 20 années durant, il y a eu toujours ces combats, je comprends effectivement qu'aujourd'hui, tout le monde fait le raccourci en disant il y a 6 700 000 déplacés. Oui. C'est ce qu'on entend effectivement dans les médias mainstream. Oui, ça, c'est pour les déplacés. Parce que, pour les déplacés. Oui. Parce que plus personne ne veut... Et même l'ONU ne fait plus de mapping. Il aurait dû faire un mapping d'actualisation. Déjà, avant, nous faisions... pratiquement, quand on essayait de sensibiliser la communauté internationale, on leur expliquait que les 6 millions de morts, c'est l'équivalent de la population de la région parisienne, de l'île de France. Eh bien, ils n'ont pas très bien compris. Dernièrement, nous avons fait une lettre ouverte à l'Union européenne pour leur faire comprendre encore la gravité de la situation. Vous savez qu'il y a en Europe des États où il n'y a pas plus d'1 million d'individus. Oui, bien sûr. Et donc,
en faisant la comptabilité de ces 6 millions qui ont été recensés par les Nations Unies, on atteint déjà la comptabilité macabre. C'est un peu comme si une bombe nucléaire avait explosé en Europe et que les 10 pays le moins peuplés de l'Union, sur les 27, ont été pratiquement soufflés par la bombe nucléaire. Oui. Logiquement, ça devait leur faire réfléchir. Mais visiblement, les Occidentaux, et je parle aussi de l'ONU, ne semblent pas encore prendre l'ampleur, la mesure du drame. Et donc, maintenant, moi, j'ai fait la comptabilité des États européens qui, s'ils devaient être décimés, atteindrait éventuellement ce chiffre du Congo, parce qu'au Congo, maintenant, on parle entre 12 millions selon... Et 18 millions, il y a certains rapports qui vont jusqu'à 18 millions. Parce qu'il n'y a pas de mapping officiel d'actualisation. Et donc, mais l'analyse de la situation elle-même... Je voudrais juste arriver à dire ceci. Nous sommes donc dans une situation où il y a un drame. Un drame contre l'humanité. Moi, je parle plus de crimes contre l'humanité, mais de drame contre l'humanité. Oui. Je ne parle pas d'Holocauste parce qu'il semble que ça, c'est réservé aux Juifs. Oui. Je ne parle pas de génocide parce que c'est rien, finalement, quand on constate ce que le Congo connaît par rapport à ce que d'autres... Par exemple, le Rwanda, c'était 800 000 morts au total. C'est ça. Mais les 800 000 morts, c'était Tutsi et Hutu confondus. Je ne veux pas ici qu'on pense effectivement que je fais de la double victimisation. C'est ça. Mais les juges eux-mêmes, au tribunal pénal international pour le Rwanda, à chaque fois qu'ils condamnaient en disant que la personne était responsable des crimes de génocide qui a visé les Tutsis et les Hutus modérés. Donc, il y avait des Tutsis et des Hutus modérés qui étaient là. Donc, quand on parle de génocide, moi, je pense effectivement, par égard pour les Hutus qui ont été aussi tués, il faut aussi qu'on les mette dans le nombre des victimes. Et donc, pour nous, la question fondamentale qu'il faut poser, parce que maintenant, il faut toucher la conscience collective. Bien sûr. De ceux qui disent effectivement que ce sont les valeurs de l'humanité qui sont importantes. Maintenant, nous sommes une sorte d'espèce animale. Nous, les chats, les cobras, les chauves-souris, etc., nous sommes protégés de la même façon. Mais la question fondamentale que moi j'ai posée à l'Union européenne, c'est de dire, à supposer que 6 millions de chiens européens sont complètement massacrés à la hache, au couteau, etc., ou 6 millions de chats, quelle serait votre réaction? Et la question, c'est un rapport à l'absence de réaction de la part de la communauté, exactement, de la communauté internationale. Mais allons-y. Alors, je vais juste terminer en disant, je leur ai dit, écoutez, je n'attends pas la réponse de votre part, je la connais, mais c'est dommage que vous puissiez être plus sensible lorsque vos chiens sont massacrés que lorsque les Congolais sont massacrés. Où est votre humanité? Où est notre humanité commune? C'est une comparaison pertinente. Kevin Maïzo, allons-y méthodiquement, puisqu'il y a des gens qui nous suivent qui ne sont pas congolais. Repartons à la genèse du drame. Que veut le M23 et pourquoi le Rwanda arme le M23? Alors je vous pose la question comme ça parce que les États-Unis et la France ont demandé officiellement au Rwanda de retirer ses missiles de la RDC. Ça me suffit pour moi pour vous poser la question, pourquoi y a-t-il dans votre pays des missiles rwandais? Et plus globalement, que veulent les rebelles du M23? Comment est née la crise? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leurs revendications? La crise, c'est que la République démocratique du Congo a toujours été un facteur d'ajustement structurel par rapport à l'économie mondiale. C'est un pays extrêmement riche et le grand capital mondial a décidé de le mettre en coupe réglée. Vous vous souviendrez, et c'est très documenté, que depuis 1942, les États-Unis ont classé certains minéraux congolais comme étant des produits essentiels à la sécurité intérieure des États-Unis. Ouais. Donc derrière la guerre, c'est les complexes militaro-industriels américains avec la Grande-Bretagne et les Five Eyes, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, voilà, les 5 pays anglophones et le Canada. Donc c'est eux
avec le président Bill Clinton et Madeleine Albright qui ont armé le Rwanda pour agresser le Congo. Donc, pourquoi ne pas aller acheter directement chez les Congolais, les minéraux congolais? Non, c'est la stratégie du chaos. C'est-à-dire qu'il faut piller ces pays et récupérer les minéraux, les voler, les prendre à vil prix. Vous savez que pendant qu'il y a la guerre, dans cette partie du pays, il y a des aéroports partout dans la brousse où des minéraux décollent à longueur de journée. Et on sait où ça va. Ça va où? Mais partout, y compris en Europe. L'Europe venait de signer un contrat avec le Rwanda pour, c'est ce qu'ils appellent chaîne de valeur et de résilience pour des minéraux. Oui, c'est vrai, on reviendra effectivement sur des minéraux que le Rwanda n'a pas. Et la Banque mondiale avait validé un document où le Rwanda était premier producteur de coltan au monde, les coltans que le Rwanda n'a pas. Donc c'est une guerre de prédation et le Rwanda, c'est les sous-traitants des anglo-saxons et un État mercenaire qui joue un rôle néfaste. En fait, il y a les commanditaires, les Occidentaux, les sous-traitants, certains pays africains, dont le Rwanda et l'Ouganda, et les exécutants, certaines personnes à Kinshasa. C'est quoi le motif officiel? Il faudra franchement qu'on aille droit au but. Oui. La question du Rwanda et des États-Unis est une question qu'il faut situer en 1989-90. Au moment où des gens qui étaient des Ougandais, citoyens ougandais, Paul Kagame était pratiquement patron de renseignement militaire ougandais, dans l'armée ougandaise. Au moment où ils essayent d'attaquer le Rwanda pour rentrer chez eux, parce qu'ils étaient réfugiés, oui. Et à ce moment-là, les États-Unis, la France et le Congo, le Zaïre, à l'époque, interviennent au nom des accords de coopération et de défense qu'ils ont. De la même façon que nous avons fait venir, au nom des accords de défense, la SADC, on a fait venir le CAC. Mais maintenant, le problème, c'est que quand ces gens-là ont été foutus à la porte, ce qui s'est passé, c'est que Bill Clinton, le président américain, a fait venir Kagame aux États-Unis pour le former. À quoi? Il a formé Kagame, non pas à lancer des missiles, si, il y avait dans le programme de formation le lancement des missiles qui avait abattu l'avion. Du président Habyarimana. Du président Habyarimana. Mais, plus important, Paul Kagame lui-même, patron des services de renseignement militaire ougandais, a été formé à la stratégie, à la technique d'opération psychologique. Lorsque, au Congrès, Cynthia McKinney, congressiste, demande au Congrès américain comment est-il possible que vous utilisez l'argent des contribuables pour aller faire violer les femmes au Congo et massacrer des gens au Congo, Bill Clinton, son administration répondra: nous n'avons pas envoyé des munitions et d'armes au Congo, au Rwanda. Nous aidons le Rwanda dans l'opération psychologique. Non, mais maître, en 90, Kagame n'était pas encore président. Non, ça c'est là c'est après. C'est après que le génocide ait lieu. Après la mort de Habyarimana. Après la mort d'Habyarimana. C'est à ce moment-là que Cynthia McKinney avait posé la question au Congrès. Parce que la formation c'était en juin 90 à Fort Leavenworth au Kansas. Voilà. Donc il était encore en Ouganda. C'est en 90. Aux États-Unis. Oui. Alors, il faudra savoir une chose. Lorsque cette question était portée devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, par la plupart des équipes de la défense, ça devenait embêtant et ennuyeux. Les États-Unis ont envoyé l'ambassadeur Prosper, qui était en charge des crimes de guerre, prendre réunion avec les juges du tribunal et leur donner instruction de ne pas considérer l'affaire du Rwanda comme étant une affaire internationale. Les juges ont pris une décision sous la forme de ce qu'on appelle constat judiciaire. Le constat judiciaire, c'est qu'à un certain moment, les juges n'ont plus besoin d'écouter vos preuves ni de vous entendre. Ils viennent, ils décident que, voilà, nous avons désormais décidé que
cette affaire doit être vue comme ça. Okay. Et ils ont pris un constat judiciaire disant clairement que aucune équipe de défense ne devra venir soulever la question de savoir si oui ou non les FPR de Kagame venaient d'Ouganda et si effectivement c'était une agression ougandaise. Okay. Donc il fallait définir ça comme étant une... Vis-à-vis de quel pays? Une agression ougandaise vis-à-vis de quel pays? Du Rwanda. Du Rwanda. Du Rwanda. Mais maître, alors, faisons court et revenons au M23, à la genèse. Oui, mais c'est que justement ce qu'il vous a dit. Oui. Il n'y a pas de M23, donc il y a eu les FPR pour attaquer le Rwanda de manière à pouvoir éventuellement gérer la région. Il y a eu par la suite le même FPR qui a attaqué le Congo. Et on a beau dire que ce sont des Congolais... Ils ne sont pas Congolais, c'est des Rwandais? On a beau dire que c'était des rebelles, mais vous savez, le meilleur moment d'écouter les gens, c'est lorsqu'ils ont gagné. Lorsqu'ils ont gagné, lorsque Mobutu était parti, les gens à Museveni lui-même a expliqué comment ils ont organisé l'attaque du Congo. Bizimakara a expliqué. Tous, ils ont dit qu'ils avaient besoin seulement des gens, des Congolais, pour pouvoir leur permettre d'avancer. De faire valoir. Donc, ils avaient besoin de faire valoir. Et cela, l'histoire le dit. C'est que Kabila lui-même, qui a pris le pouvoir au nom de l'AFDEL... Kabila père. Oui. Il a dit lui-même, clairement, écoutez, ces gens-là, ce ne sont pas des Congolais. Ces gens-là, ce sont des Rwandais. On fait évoluer la parole très rapidement. Tibège Moussitaba, pardon. Maître Amouli évoquant la question de la genèse du M23, en tout cas c'est l'appellation officielle, a évoqué Kabila père, qui, on le sait, a pris le pouvoir dans les conditions qu'on connaît, en chassant Mobutu du pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que le problème, le malheur commence là, quand il a fait entrer des Rwandais aux Zaïre pour aller chasser et Mobutu du pouvoir? Mais sans mâcher les mots, vous avez touché le point, M. Richard. Les malheurs qu'on connaît là, c'est la genèse, comme Maître l'a expliqué. Oui. C'est un problème qui s'est passé entre deux pays, l'Ouganda, le Rwanda. Ça n'intéresse pas la RDC, même si Mobutu à l'époque, avec son aura, il pouvait influencer d'une manière ou d'une autre. Mais si le Congo connaît ce qu'il connaît aujourd'hui, la base, c'est l'AFDEL. Parce qu'en fait... Les Congolais que Kabila justement, a fait entrer... Qu'est-ce qui se passe? Les Rwandais que Kabila a fait entrer. Qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est que Mobutu, vers la fin de son règne, il est devenu faible. L'armée n'était pas organisée. Un désordre total. Les pays étaient vraiment dans les chaos, disons. Et avec cette faiblesse-là, Kabila profite avec... aujourd'hui, en fait, Kabila était comme aujourd'hui les M23 qu'on parlait. Donc, les Rwandais, les Ougandais l'ont pris, ils l'ont utilisé, et eux-mêmes l'expliquent. Oui. Ils l'ont mis devant, et ils sont venus. Une fois accédés au pouvoir, ils ont réussi à chasser Mobutu. Maintenant, ils ont profité à infiltrer toutes les institutions, toutes les couches de la RDC. Et il essaye de revendiquer, comme Maître l'a dit, il se réveille de son sommeil, il essaye de chasser ces gens-là, mais il a été surpris que ce n'était pas facile pour lui. Et heureusement que c'est les Congolais qui l'ont sauvé, parce que malgré tout, même s'il est un enfant prodigue, mais il est fils maison. Les Congolais l'ont sauvé. Quand les Rwandais... Sauvé qui? Ils ont sauvé Kabila. Quand les Rwandais voulaient contre-attaquer, prendre la base de Kitona pour venir prendre le pouvoir à Kinshasa, les Kinois en particulier ont dit non. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont sauvé. Mais malgré ça, ils ont réussi à éliminer... À éliminer physiquement. Maintenant, l'infiltration a réussi son coup. Oui. Et Kabila fils remplace son père. Oui. Maintenant, c'était difficile pour lui de tenir. Jusqu'à ce que cette infiltration a continué. Tshisekedi, il vient avec les 18 ans de Kabila fils. Tshisekedi, il vient maintenant, il prend un pouvoir où
le pouvoir est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Je propose qu'on... Donc, c'est raison pour laquelle vous voyez que, malgré qu'il y a les présidents Tshisekedi essaient un peu de tenir, mais chaque jour, on arrête les traîtres. Qui ont infiltré Exactement, la et cette guerre est longue et difficile, parce que le Congo est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. C'est la suite de notre émission dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC qui connaît dans sa partie Est une rébellion sanglante, une rébellion qui entraîne la violence dans ce pays, la RDC qui a une maison. Nous sommes le 19 février 2024. L'Union européenne signe un protocole d'accord avec le Rwanda sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières. Et un accord qui intervient peu de temps après que les États-Unis et la France ont appelé le Rwanda à quitter la RDC. Comment comprendre le sens de cet accord, alors même qu'un pays membre de l'Union européenne ordonne au Rwanda de quitter, de cesser l'agression et de quitter la RDC avec ses missiles, l'Union européenne signe un protocole d'accord avec le Rwanda. Comment comprendre ça? Ça peut se résumer par un mot, l'hypocrisie. Les Occidentaux sont hypocrites. Ils souffrent le chaud et le froid. Ils sont derrière le Rwanda qui agresse le Congo, bénéficient des matières premières et de temps en temps lancent des incantations, entre guillemets, pour demander à ce que la guerre s'arrête. On a vu comment ils se sont comportés lorsque l'Ukraine a été envahie par la Russie. On voit comment qu'ils se comportent par rapport au conflit au Moyen-Orient, Israël-Gaza. Alors pour le Congo, c'est juste nous déplorons, nous condamnons, nous demandons, nous supplions. Il n'y a pas de mesures. Il y a une charte des Nations Unies qui doit être respectée. Alors si cette charte n'est pas respectée, notamment par rapport au chapitre 6 et au chapitre 7, c'est parce qu'il y a des insuffisances côté congolais. Vous savez, le président congolais a déclaré, pince sans rire et en public, que il demandait aux Congolais de ne pas défendre des morceaux de terre parce que notre pays devient l'EAC. L'interview est publique, ça existe. On ne peut pas nous prendre... Le président Félix Tshisekedi. Oui. On ne peut pas nous prendre au sérieux par rapport à cela. Le président Tshisekedi, il y a un des membres du M23 qui a déclaré qu'ils ont été invités à Kinshasa par Tshisekedi, hébergés par lui pendant 14 mois. Dernièrement, dans sa conférence de presse, lui, il est sain, il n'en sait rien, c'est son ministre de l'Intérieur. Mais lui n'a pris aucune sanction contre le ministre Kankonde qui l'aurait fait. Il prétend que pour engager la guerre contre le Rwanda, il faut qu'il réunisse le Congrès. Sauf que on ne réunit le Congrès que lorsque le président attaque, lorsqu'on engage une guerre. Mais lorsqu'on se défend. Parce que si vous lisez les documents qui nous servent de constitution, déjà à l'introduction, on reconnaît que nous sommes membres de l'ONU conformément à la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies dit à l'article 51, disons, que toutes les mesures prises par la Charte, il faut que les relations internationales se fassent paisiblement, ne remettent pas en cause les droits à la légitime défense du pays. Donc, lorsque vous vous défendez, vous n'avez pas besoin de réunir les congrès qui lisent la Constitution. Vous pensez que dans la situation actuelle, il est possible pour votre pays, la RDC, de déclarer directement la guerre? L'état-major congolais peut déclarer directement la guerre au Rwanda? Le président peut directement déclarer la guerre au Rwanda du moment que nous nous défendons sans passer par les congrès. C'est une interprétation théologique de la Constitution. Non, en fait, ne faisons pas l'amalgame. Le droit de défense est différent avec la déclaration de la guerre. Si on dit déclarer la guerre à un pays, ça veut dire qu'on attaque ce pays-là. Oui. Mais là... C'est pour ça que je posais la question au départ. Maintenant, lui, en fait, le compatriote, il dit qu'on peut se défendre et puis on déclare la guerre. Non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on n'a pas besoin de congrès pour se défendre. Justement, c'est ce que et déclarer la guerre, je le prends dans le sens de demander à l'état-major d'engager les opérations. C'est ça que je voudrais dire. Ça veut dire que là, ce que vous dites là, on les fait. Raison pour laquelle, jusqu'à présent, ils tentent pour
prendre Goma. Non, on ne le fait pas. Parce qu'on est en train de se défendre. Mais le problème, c'est quand on veut déclarer la guerre au Rwanda, à ce moment-là, nous mettrons tous les outils en œuvre pour que nous attaquons les Rwandais. Je vous informe que le président Tshisekedi n'a pas encore fermé la frontière avec les Rwandais et que les relations diplomatiques avec les Rwandais vont bon train. Les agents d'immigration du Congo et du Rwanda travaillent dans le même bâtiment à Goma et que tout ce qui le Rwandais continue d'utiliser le ciel congolais. Donc tout ce qu'on nous déclare, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je peux finir mon raisonnement. Enfin, Monsieur Richard, vous comprenez ce point, il est en train de dire. Je comprends ce qu'il dit. Il est en train de dire aujourd'hui, déclarer la guerre. Oui. Vous êtes dans une. C'est pour ça que moi je vous posais la question. Oui. Ça veut dire quoi, escamouche? Le préalable que fit le président Félix Tshisekedi en parlant d'escamouche, qu'est-ce qu'on veut encore comme escamouche quand son pays est déjà attaqué et que ses compatriotes sont massacrés? C'est ce que je posais comme question. Mais peu importe. Enfin, son point, c'est que quand on est en situation de se défendre. Oui. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein, c'est ce qu'il dit. Votre constitution n'oblige plus le président à demander à réunir les deux. Non, ça c'est la n'est pas bon. J'évite les termes, mais en fait, ça dépend de la compréhension de la lecture des textes. Chacun a sa façon de lire. D'accord. Mais la déclaration de la guerre qu'on veut dire ici, c'est que nous voyons que les Rwandais nous menacent toujours. Et le président veut déclarer une guerre contre les Rwandais. C'est différent avec la défense de la... Ça veut dire que les Rwandais nous attaquent, nous nous défendons. Mais au moment où nous disons que maintenant nous déclarons la guerre au Rwanda, d'abord, quand on dit déclarer la guerre, ça veut dire que le pays tout entier sera en état de guerre. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Je suis totalement d'accord avec vous. Vous avez raison. Effectivement. Il y a certaines restrictions. Et qui est exposé aussi. Donc là, à ce niveau-là, nous n'en sommes pas. C'est pourquoi nous n'en sommes pas là. C'est pourquoi le président préconise toujours un peu de dialogue, que les Rwandais viennent sur la voie de dialogue. Parce que si le président s'engage sur la guerre, le peuple congolais est prêt pour faire la guerre, mais seulement le président, il voit aussi. C'est l'autorité suprême du pays. Il analyse tout ce qui est sur sa table. Et les moments où il verra que toutes les tentatives qu'il a faites, ça ne marche pas, il ne marche pas ces mots, il dit que s'il faut aller à la guerre, on va y aller. Mais pour l'instant, il y a les efforts internationaux il y a des pays internationaux qui essaient un peu de nous aider. Nous ne nous défendons pas. Oui, nous ne nous défendons pas. C'est l'autorité suprême. Donnez-moi, avant que je vienne à vous très rapidement, mais donnez-moi un acte politique, mais un seul, que le président Félix Tshisekedi a déjà posé pour manifester, mais alors de façon vigoureuse et forte, son mécontentement par rapport à l'agression de son pays par le Rwanda. Qu'est-ce qu'on retient depuis que ces gens-là, le M23, massacrent et pillent la RDC? Qu'est-ce que le président a été réélu pour un second mandat? Qu'a-t-il fait de façon concrète, mais un acte politique posé pour manifester son mécontentement et sa désapprobation par rapport à l'agression dont est victime son pays? Écoutez, M. Richard, le président, quand il parcourt toutes les villes du monde pour dénoncer, c'est déjà un acte où personne, même son prédécesseur, ne l'a pas fait. Déjà, c'est un acte fort. Vous savez, aujourd'hui, avec les compatriotes, nous parlons. Et tous les Congolais, ils parlent à haute voix, ils citent les Rwandais, ils citent le président Paul Kagame. C'est parce que le président... Je parle du président, je parle d'un acte politique. J'arrive. Le président a parlé. Le président a parlé, il a réveillé la conscience congolaise qu'il y a un monsieur qui nous attaque, il y a un pays qui nous attaque. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le président... En fait, ne cédons pas à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a les pays qui se défendent. Il y a aussi des pertes énormes du côté du camp adverse. Merci pour votre réponse. Merci. Je m'excuse. Merci. On ne va pas se laisser ridiculiser. Non. On ne va pas se laisser ridiculiser. Sérieusement, posons la question. Sérieusement, maître, dites-moi, quand on est attaqué, on s'arme et on se défend. On nous dit que le M23, c'est 5000 hommes à peu près.
Le président Félix Tshisekedi, pendant son premier mandat, a entrepris de restructurer son armée, l'armée congolaise. Encore une fois, lorsqu'on est victime d'une agression, on se défend par tous les moyens. D'abord, on privilégie l'achat d'armes, l'armement pour se défendre. Qu'est-ce qui fait que on ne voit pas sur le terrain une victoire militaire contre le M23 qui n'est composée, selon les spécialistes, que de 5000 hommes? Qu'est-ce qui se passe? Il dit le président parle. Mais normalement, quand on est attaqué, on ne parle pas, on agit. Monsieur on se Richard, défend. moi, non, c'est là que c'est monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais non, lui, non, mais non, s'il vous plaît, c'est lui. On parle de la RDC ici. Ici, il n'y a plus de camp. Hein. Enfin, quand les rebelles tirent, ils ne tirent pas à l'endroit de proche du pouvoir ou de l'opposition. Ils tirent sur tous les Congolais. Exactement. Donc, c'est une thématique transversale qui concerne tout le monde ici. Oui. Il n'y a pas de prise de position partisane ici. Nous avons été suffisamment humiliés par le Rwanda pour être encore humiliés par ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Franchement, ces explications qui sont données aujourd'hui, si ce sont ça les explications que ceux qui sont au pouvoir veulent nous donner, moi je dis tout simplement... Je ne souscris pas. Quelle analyse vous faites de la situation? Inacceptable. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les Congolais continuent à accepter cela. Nous sommes dans une situation où le pays est attaqué depuis plusieurs années. Oui. Et on peut considérer que l'armée congolaise a été suffisamment mobilisée, suffisamment formée pour pouvoir éventuellement aller au-devant, justement, de ces 3 rébellions qui se sont... Et qu'est-ce qui se passe alors? Alors, ce qui se passe, c'est très simple. Il se passe tout simplement que le peuple est délaissé. Le peuple est laissé à lui-même, abandonné à lui-même. À chaque fois que l'armée congolaise a essayé de riposter, en se disant c'est notre mission de riposter, il y a toujours eu des contre-ordres venus de Kinshasa. Et cela depuis plus de 20 ans. Contre-ordre venu de la présidence. Qui disent quoi? Que ce soit Kabila le fils. Reculer, c'est le feu. Kabila le fils, etc. Mamadou Ndala, qui était tout à fait prêt à en découdre en fonction justement de ses devoirs militaires, a été plusieurs fois arrêté pratiquement dans son offensive parce qu'on lui disait stop. Et à chaque fois qu'il y avait un général qui conduisait la guerre comme il se devait, à chaque fois Kinshasa intervenait pour dire stop. Alors, on a pensé à un certain moment que c'était une histoire, une maladie de Kabila, que l'on considérait effectivement comme n'étant pas de nationalité claire. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous faire, franchement, je dois dire clairement, Tshisekedi est en train de nous faire un bébé dans le dos. Bon, alors... non, je ne le dis pas seulement pour déclarer. Son chef d'état-major à Goma, tout récemment, a dit, écoutez, on nous attaque, mais nous, on ne peut pas riposter. Pourquoi? Parce que les politiciens nous ont demandé d'observer et de prendre le monde à témoin. Voilà. Mais vous avez une MONUSCO. Mettons les choses dans son contexte. Les Congos, vous avez une MONUSCO qui observe. Vous avez le CAC qui observe. Vous avez la SADC qui observe. Et l'armée nationale du pays dit, voilà, bon, on nous attaque, mais nous avons reçu instruction de la part des politiciens qu'il faut observer. Bon. Première chose. Deuxième chose, vous parlez de convoquer le Congrès et tout le reste. Ça, c'est du pipeau. Moi, je ne voudrais même pas qu'on en discute, parce qu'en fait, quand on commence à se réfugier derrière une procédure, c'est qu'il faut regarder effectivement sur le fond qu'est-ce qu'il y a. Bon, de toute façon, ça prend que quelques minutes. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Ça devrait passer. C'est une formalité. Sauf qu'on oublie qu'au moment où il a déclaré ça, il venait quand même de passer presque 5 ans à gouverner par état de siège. Mais à la décharge. Donc, à ce moment-là, quand il gouverne par état de siège, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confisqué le pouvoir du Parlement. Il a gouverné pendant ce temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Il n'a rien fait. Bon, après avoir fait cette déclaration, pourquoi il empêche aux militaires qui sont sur place, qui sont attaqués, de réagir, de riposter? Pourquoi il empêche? C'est ça la question. Mais la question trouve une réponse chez lui-même. Il a dit à nos militaires, il a dit à la réunion du Conseil supérieur,
Ne défendez pas un morceau de terre, ça ne sert à rien de défendre un morceau de terre. Et puis, ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère. C'est que c'est dommage qu'on discute sur la procédure, mais le vrai problème qui se pose avec le gouvernement Tshisekedi, c'est pratiquement la signature des accords de l'EAC, où l'article 4, justement, de ces chartes de l'EAC dit que quand vous signez pour devenir un État fédéré. Et c'est ce qu'il est en train de nous faire vivre aujourd'hui. C'est comme si nous n'avions plus de pouvoir personnel, nous n'avions même plus le pouvoir de nous défendre, notre armée ne peut plus agir et les hommes politiques n'agissent pas. C'est ridicule. Moi, je dis tout simplement, on en arrive au point où le peuple devra à un certain moment foutre tout ce monde dehors. Alors, et le front de cette guerre ne se trouve pas à Goma, se trouve à Kinshasa. Il faut commencer d'abord. Alors, déjà, il faut dire à la décharge du président Félix Tshisekedi, Maître Reti a évoqué une situation qui dure depuis 20 ans. Le président Tshisekedi n'est pas au pouvoir depuis 20 ans. Il est là que depuis 5 ans. Mais c'est lui qui a signé les accords. Voilà, d'accord, très bien. Ça n'a pas empêché de très bien. Et on ne peut pas non plus oublier qu'il a hérité d'une armée qui n'était pas totalement. Oui, mais on ne peut pas aussi oublier qu'en héritant de cette armée, il a nommé des généraux issus du RCD Rwanda dans des provinces en guerre. Ça aussi, on ne l'a pas oublié. On est en train de faire une description sans comprendre véritablement la cause. Parce que qui ici comprend pourquoi on ne se défend pas, pourquoi on donne instruction à l'armée de ne pas se défendre? Parce que le président Kagame l'a dit, les minéraux que nous volons aboutissent où? Et il les vole avec qui? Pourquoi tu sais le président qui a dit ça? Kagame? Il a dit quoi? Il a dit on m'accuse de voler des minéraux. Oui. Mais ces minéraux qui se retrouvent à Dubaï et en Belgique, ça finit où? Qui achète ces minéraux que nous sommes censés voler? Et nous les commerçons avec qui? Parce que le problème, c'est quoi? C'est tous ces affairistes qui sont à Kinshasa, qui ont des carrés miniers à l'est. Attendez. Ils ne veulent pas fermer. Le président Félix Tshisekedi insulte officiellement le président Kagame et le traite de voleur. Et vous pensez qu'ils sont quand même, que derrière, ils se parlent? Oui, parce que c'est un discours qui parle à l'électorat congolais. C'est un discours qui parle à l'électorat congolais. Donc, en fait, monsieur Richard, les problèmes qu'il faut... Il faut savoir de toute façon que Kagame, comme je vous ai dit, bon, c'est effectivement une production américaine. Ça, il faut le dire. Oui, d'accord. Si on essaie éventuellement de ramener la question entre Kagame et les États-Unis, et Félix, on se trompe. Le problème, il est américain. Les Américains veulent éventuellement régenter le Congo comme ils le souhaitent, et les Américains veulent aussi protéger le Congo de leur façon, les minéraux du Congo, leurs ressources, de leur façon. Les Occidentaux aussi essayent éventuellement de suivre dans la logique justement de l'OTAN. Ils essayent de suivre éventuellement quels sont leurs intérêts stratégiques. Et quand on revient par exemple sur la signature de l'accord UE-Congo, bon, il faut savoir, tout à l'heure on a parlé comment fonctionne la diplomatie européenne. La diplomatie européenne, elle fonctionne de manière comme une sorte de pieuvre. C'est que par exemple la France peut être pratiquement rejetés par un pays, mais ils passeront par un autre pays européen pour pouvoir éventuellement introduire les mêmes demandes que la France ne pouvait pas satisfaire. Donc, ils sont 27, ils ont une représentation, mais au moment où les uns sont en train de signer des accords, souvenez-vous, le Polonais, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il a signé des accords militaires avec le Rwanda, le Polonais, pendant que les autres signaient d'autres accords, d'autres types d'accords. Il faut savoir une chose, c'est que le problème du Congo, c'est les ressources minières. Et les ressources minières du Congo sont aujourd'hui plus qu'importantes parce que l'Europe sait que Trump risque éventuellement de leur couper les vivres militairement. L'Europe commence à se refaire militairement. Il a besoin des ressources autonomes. Il a besoin des ressources autonomes. Et les États-Unis savent exactement que au moment où, avec l'affaire d'Ukraine, ils vont commencer à fournir beaucoup plus d'armes, malheureusement,
ce sont les minerais du Congo dont qui vont servir à fabriquer l'industrie militaire. Pour pouvoir éventuellement faire fonctionner une économie durable, c'est-à-dire écologique, mais qui va être allée pratiquement dans les missiles qui vont éventuellement s'abattre. On utilise plus de 1000 missiles par jour dans la guerre sur l'Irak. Je propose qu'on marque une courte pause. Pas l'Irak, l'Ukraine. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission, le numéro de ce jour est consacré à la RDC où sévit le mouvement M23. Très et rapidement, Kewin Maizo. Que dit la géopolitique locale, enfin régionale? En marge du dernier sommet de l'Union africaine, le président angolais a reçu, pas dans la même salle, pas à la même table bien sûr, le président Félix Tshisekedi, puis le président rwandais Paul Kagame. Il s'était donné donc pour mission de jouer le médiateur pour apaiser, décrisper les tensions. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire et quel rôle les voisins de la sous-région peuvent jouer pour la décrispation? Malheureusement, dans cette affaire, tout le monde est les sous-traitants des Américains qui ont un agenda... Même l'Angola? Mais oui, qui ont un agenda qui supplante tout le monde. Et dans leur entendement, un Congo faible, c'est un Congo qu'on doit piller, c'est un Congo qu'on doit humilier. Et tous les pays voisins, je dis bien tous les pays voisins... L'Ouganda, l'Afrique du Sud? Tous les pays sous-traitants des Américains ont intérêt à avoir un Congo faible. L'Angola a des troupes à l'est. L'Angola exploite une partie du pétrole de la zone économique exclusive. L'Angola a planté son drapeau dans une partie du territoire de Kayemba. Qu'est-ce que l'Angola peut venir dire au Congo si l'Angola se comporte mutatis mutandis, dans une moindre mesure à peu près? Les Angolais ne massacrent pas, mais sur le plan économique, ils se comportent à peu près comme les Rwandais. Donc, Joao Lourenço, un sous-traitant des Américains. C'est un sous-traitant des Américains. Et si vous entendez sa rhétorique, c'est généralement, il faut respecter l'accord cadre d'Addis Abeba, ensuite la feuille de route de Nairobi et celui de Rwanda. Et si vous lisez cette feuille de route, c'est quoi? Que le Congo puisse se mettre dans une position telle qu'économiquement, le peut se laisser dépouiller sans rien dire. William Ruto, du Kenya. À lui encore, c'est pire. À lui encore, c'est un des sous-traitants en chef, derrière Paul Kagame. Au fond, qui sont les alliés du Congo dans la sous-région? Il n'y a personne. Le Congo est orphelin et il doit se battre seul. Même le pouvoir congolais est avec ceux qui dépouillent le Congo. Il n'y a plus que la société civile du Congo pour faire tenir ce pays. Les Congolais sont orphelins, le Congo est orphelin, personne ne défend ce pays. Je vais très rapidement faire juste un petit parallélisme. Oui. Et je vais le faire en 2 phrases. À l'indépendance, le Congo était colonisé par la Belgique. Un pays d'à peu près 10 millions d'habitants, d'à peu près 25 000 km², avec 3 communautés linguistiques. On a fait 2 tables rondes, économiques et politiques. Après, lorsque la colonisation occidentale est devenue beaucoup trop présente, les Blancs qui colonisent les Noirs, on donne le Congo à un autre pays qui ressemble à la Belgique, c'est-à-dire le Rwanda, 10 millions d'habitants, 11 millions d'habitants, comme la Belgique. On donne. Oui, on donne le Congo au Rwanda, 3 communautés linguistiques, à peu près 11 millions d'habitants, 26 338 km², et ils vont faire aussi 2 tables rondes. Le premier, c'est l'accord cadre, disons, le dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud. Et ils ont fait l'accord cadre d'Addis Abeba qui ressemble à la table ronde économique qu'ils ont fait en 1960. C'est-à-dire qu'ils reprennent le même schéma avec d'autres acteurs pour continuer à mettre ces pays en coupe réglée. Et quand vous lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est généralement comment le Congo peut s'apprêter à être pillé sans crier gare. Tout simplement. Comment envisagez-vous la suite? Il est vrai que le Congo aujourd'hui est abandonné à lui-même parce qu'on ne peut plus compter sur la communauté internationale. Tout ce que vous avez soulevé là, même les contrats que l'Union européenne a signés avec les Rwandais, c'est en quelque sorte c'est le masque qui tombe. C'est que le Congo a toujours dénoncé, que cette guerre... en fait... Vous voyez l'analyse qu'on fait là, les Rwandais attaquent le Congo, les Rwandais attaquent le Congo. Si ce n'est que les Rwandais
26 338 km² avec plus ou moins 30 000 hommes armés, militaires. Face au Congo, 2 345 410 km² avec plus de 80 millions d'habitants. Vous pensez vraiment que si ce n'est que ces petits Rwandais-là, ils pouvaient tenir au Congo? C'est pas la superficie non, en fait, qui fait la grandeur militaire. La logique, c'est que les Rwandais est sous-traité. Et d'ailleurs, le président Kagame lui-même l'a dit dernièrement. Oui. Il a reconnu que les minéraux congolais transitent par les Rwandais et nous, on n'a rien à faire. Ça part en Belgique, en France, aux États-Unis. Il a reconnu. Comment vous pouvez accepter et reconnaître qu'il y a un volet qui vient, qui vole et qui vous tend la main, vous donne et vous vous faites passer et vous récupérez même pas un petit gramme? Donc, c'est pour dire que les Rwandais que nous parlons, c'est les sous-traitants de la communauté. Oui, ça veut dire quoi? Que le problème ne sera jamais résolu? Ça veut dire que aujourd'hui, la question que vous avez posée, comment faire? C'est que le Congo doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, concrètement? Et c'est-à-dire que nous devons nous organiser, nous réorganiser, parce que le Congo a été organisé au temps de Mobutu, quand il y fut encore fort. Et donc, nous devons nous réorganiser et défendre notre patrie. Et c'est que le président fait aujourd'hui. Vous ne trouvez pas que vous avez assez perdu du temps? Nous avons perdu du temps parce que les circonstances de l'histoire ont fait que nous perdons ce temps-là. Mais aujourd'hui, nous essayons de nous réorganiser. C'est vrai, je l'ai dit en amont, que ce n'est pas facile parce que vous voyez, Monsieur Richard, je vous donne un fait simple. Vous prenez les noms qui vous prenez la ville comme Goma. Oui. Où les représentants de l'ANER du Nord Kivu, avec son adjoint, on l'arrête, présumé collaborateur du Rwanda. L'ANER, c'est l'agence de renseignement, hein? Exactement. Les services Donc, de renseignement. ça veut dire que, ce que je vous disais, les Congo, les Rwandais, avec ses alliés, a fait assez qu'il a infiltré le Congo à tel point que même si vous voulez vous organiser, ce n'est pas facile. Et nous sommes dans un gouffre où nous essayons de nous organiser. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons taire un peu nos divergences, nous Congolais, pour essayer un peu de nous mettre ensemble et mettre l'ennemi dehors. Si nous voulons seulement tenir ce discours-là, c'est celui-là, c'est celui-là, nous n'allons pas nous en sortir de cette... On ne se met pas ensemble avec un traître. C'est logique qu'il y a divergence autour de la stratégie, puisque jusque-là, si moi je ne suis pas congolais, donc je ne connais pas les dessous de ce dont on parle ici en profondeur. S'il est vrai que les instructions viennent du palais présidentiel, les instructions aux soldats ne défendaient pas, moi, j'y crois pas. Il n'y a pas de preuve à ça. Il n'y a pas de preuve. C'est complètement impensable. Il n'y a pas de preuve à ça. En fait, ce discours-là, c'est pour discréditer les présidents, les pouvoirs en place. Mais moi, ce que je dis, je demande ici, nous demandons que nos chers compatriotes, arrivent. Il existe. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence de cette interview où le chef d'état-major, c'est ça? Oui. Le chef d'état-major dit quoi? Il dit que les politiciens nous ont demandé d'observer. Vous êtes au courant de ça ou pas? Non, le contexte, c'est pas ça. Le contexte, c'est que l'accord de Luanda, la fête de route de Luanda et d'autres accords qu'on a signés, on a demandé que le Congo arrête d'avancer. Mais sur son propre territoire? Non, en fait, quel est le mobile? En fait, quelle est l'idée derrière cet accord-là? C'était que les deux camps, que ce soit les Rwandais, les M23 soutenus par les Rwandais et les Congo, que chacun garde sa position, on va avancer sur les accords et que nous allons aller vers les cantonnements jusqu'à ce que ces problèmes-là soient réglés entre les Congolais, entre eux d'abord, et puis les Congolais traitent avec les Rwandais. Malheureusement, quand les militaires, le gouvernement a levé l'option que nos militaires n'avançaient pas, restez d'abord en cette position-là, nous respectons.
l'accord qu'on a signé. C'est une sorte de cessez-le-feu. Voilà. Malheureusement, les Américains. Malheureusement, non, attendez, j'ai fini. Malheureusement, comment on peut imaginer comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on laisse des gens comme ça venir expliquer pourquoi il faut laisser tuer les Congolais. Ouais. Donc, deux secondes, on le laisse finir. On le laisse finir 2 secondes. Le contexte qui a été signé, le Congo était de bonne foi. Mais malheureusement que l'adversaire n'est pas de bonne foi. Raison pour laquelle le président l'a dit, que l'option de la guerre n'est pas exclue. Mais seulement, il privilégie d'abord les dialogues. Et que ces dialogues-là passent avec les Rwandais et non les M23. Donc, mettons chaque chose dans son contexte. C'est pas que le général s'est levé, il a dit que non, la hiérarchie a dit qu'on n'attaque pas, on reste là, qu'on vienne vous parlez de l'accord de Luanda. Faire mourir. Non. Vous parlez de l'accord de Luanda. Maître, rapidement, oui. Si on considère la temporalité des choses, est-ce que l'interview dont vous parlez est intervenue dans un contexte où... C'est récent. Oui, c'est un contexte bien... Il faut mettre les choses dans les contextes, mon cher. On va remettre les choses dans les contextes. C'est récent, c'est la guerre de Saké. Ce n'est même pas Bunagana, c'est pas... C'est lorsqu'on attaque Saké, la population était exaspérée, les gens dans la brousse. On lui pose la question, pourquoi vous ne vous dépendez pas? Il dit, les ordres viennent des politiciens. Les politiciens nous ont dit de ne pas nous défendre, d'observer. Et je réinsiste. Depuis que le président... D'observer, ça veut dire que laisser les défis venir nous attaquer. Depuis que le président Tshisekedi crie au Rwanda nous agresse, le Rwanda nous agresse, il n'a pas encore rompu les relations diplomatiques avec les Rwandais. Il n'a pas encore fermé la frontière avec les Rwandais. Rwandais continuent d'exploiter l'espace aérien congolais. Et pire, le président du Parlement avait demandé à certains parlementaires de quitter les groupes armés. Et on enchaîne que certaines personnes au pouvoir à Kinshasa ont des carrés miniers, ils font commerce des minerais avec Paul Kagame. On ne fait des Congolais. Oui, au pouvoir. Jusqu'au sommet de l'État. Ils font des affaires avec le président Paul Kagame. Avec le Rwandais, mais ils exploitent les minéraux. Mais vous comprenez que l'infiltration est toujours là. Non, mais il y a certains compatriotes qui aiment plus les pays que les pays. D'accord, très bien. Et c'est ce que nous condamnons. On dénonce les nôtres qui sont des traîtres. Le Congolais doit prendre conscience que son pays, c'est son pays. Peu importe les millions qu'on peut lui proposer, mais son pays reste son pays. C'est ainsi que nous dénonçons notre conscientisons le peuple congolais. Okay. Maître Reti, très rapidement, il y a 2 choses. Même dans le cadre de la CEAC, il n'est pas possible de mettre en place une force sous-régionale pour aider votre pays. C'est-à-dire que à partir du moment où l'armée congolaise éprouve des difficultés structurelles, opérationnelles, a fait face à 5000 hommes, il n'y a aucune espèce de possibilité de mobilisation de forces, de troupes régionales pour aider l'armée, un peu comme la CEDEAO l'avait fait en son temps au Libéria, en Sierra Leone, etc. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Justement, ça rejoint la première question qui était celle de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire ou quelle est la posture des sous-régionaux. Moi, je vais vous dire tout simplement, cette posture, il ne faut pas vous tromper. La sous-région, si vous parlez de l'EAC, c'est anglo-saxon. Il ne faut pas oublier que l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, qui sont les plus grands de l'EAC, sont des colonies britanniques. Bon, il ne faut pas oublier que le Kenya a toujours été la plaque tournante des États-Unis depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, et même le centre des Nations Unies. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier aussi que les anglo-saxons ont leur façon de voir les choses qui n'est pas forcément le même que les franco-belges. C'est vrai. Donc, nous avons un premier topo, c'est les anglo-saxons. Quel est leur agenda? Bon, cet agenda britannique n'est pas l'agenda pro-Congo. L'agenda américain n'est pas l'agenda pro-Congo. Okay. Maintenant arrive la question des Angolais. Mais vous savez que dans quel contexte Savimbi a été tué?
Jonas Savimbi, en Angola. Et à partir du moment où Savimbi a été tué, quelle a été la normalisation des relations entre les États-Unis et l'Angola au détriment de l'Union soviétique et de Cuba. Donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez effectivement que nous sommes dans une sorte de géopolitique ou de géopolitique hostile et anglo-saxonne. Alors, si vous voulez maintenant savoir comment est-ce qu'on peut passer de Kagame à aujourd'hui, bah, écoutez, nous avons montré comment les États-Unis ont implanté et donné de la force à Kagame et Museveni. Nous avons démontré que le Kabila le père, lorsqu'il a voulu ouvrir les yeux à la population, on l'a tué. Et bon, vous avez constaté tout simplement que quand on l'a tué, il semble qu'il y avait vacances, mais bon, j'imagine effectivement que quand on fait un coup d'État, on le fait pour soi. Et personne ne vient quand même s'asseoir sur un siège qui n'est pas les siens. Bon, et quand on arrive dans la situation actuelle et que son patron de l'UNC, parce que je vois qu'il porte le badge de l'UNC, Vital Kamerhe, plus Félix Tshisekedi, où est-ce qu'ils sont allés chercher leur pouvoir? Après Genève, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont atterri à Nairobi. On ne nous a jamais dit qu'est-ce qu'il y avait entre Genève et Nairobi. Et c'est de Nairobi que finalement, ils ont, comme les Nangs aussi, sont en train de se déclarer à partir de ces mêmes coins, comme le M23 part pratiquement de l'Ouganda. Donc, en fait, tout se passe dans cette zone anglo-saxonne. Alors, vous vous imaginez que quand on se retrouve dans la situation de Félix Tshisekedi, en état de faiblesse, où finalement le pouvoir lui est donné, d'après ce que maintenant tout le monde reconnaît, les accords de passation de pouvoir, le pouvoir lui est donné. Bon, lui, il vient du côté Nairobi, donc forcément, la première chose qu'il a faite, c'était d'aller vers Nairobi pour dire je fais, j'accepte de rentrer dans l'EAC. Et moi, je dis ça, c'est le piège majeur que finalement qui lui a été tendu. Et il est tombé dedans. Il est tombé dedans. Et étant tombé dedans, quand il a voulu finalement constater que c'était qu'un papier vide, d'abord, au lieu de discuter, de réunir le Congrès pour se défendre, on pouvait se poser la question de savoir, a-t-il réuni le Congrès pour dire nous entrons dans l'EAC? Dans l'EAC, par exemple. Non, il ne l'a pas fait. Il l'a fait parce que tout simplement, Mike Hammer, l'ambassadeur américain, Peter Pham et Kigali le tenaient et l'ont amené jusqu'à faire signer ça. Donc moi, je dis tout simplement, il y a une chose. Les chefs d'État africains ne sont pas avec nous. Les chefs d'État africains, en tout cas pour certains, tous ceux qui ont fait les facilitations, sont en tout cas des traîtres à la cause du Congo. Le président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, il a quand même aidé le Rwanda. L'ancien, il avait aidé le Rwanda, il avait armé le Rwanda pour attaquer le Congo contre Mobutu. Il ne faut pas oublier ça. Il avait fourni les armes. Il a organisé le dialogue des C'est dans ces dialogues-là que, le sachant, il savait très bien qu'il y avait des éléments rwandais qui étaient introduits dans ces dialogues et ils ont fait en sorte que tout ce que les Rwandais demandaient soit donné. Bon, aujourd'hui, il revient encore en nous ressortant la même carte. Mais je vais dire aussi une autre chose. Un autre président, le Nigérien, Obasanjo. L'ancien. Oui. Aujourd'hui, on est en train de juger le président de Wikileaks. Mais ce monsieur avait sorti un document en son temps où Obasanjo, après avoir été nommé facilitateur, est allé remettre son rapport officiel aux Nations Unies pour dire tout ce qu'il voulait dire et un rapport officieux à Madame Susan Rice, ambassadrice des Nations Unies, des États-Unis aux Nations Unies. Qui se trouve dans Wikileaks. Et dans ce rapport, Wikileaks révèle que, dans ce rapport, Obasanjo reproche aux Américains d'avoir placé Kabila au Congo. Kabila fils. Oui. Il dit voilà, lui, il n'est pas des trempes à gérer les Congolais. C'est trop pour lui. Vous auriez pu mettre Kagame à Kinshasa
et Kabila à Kigali. Ça, c'est Obasanjo qui l'a dit. D'accord, très bien. En tout cas, on voit bien que l'histoire récente de votre pays est complexe, compliquée à décrypter. On ne peut que souhaiter que vous trouviez pas vous-même, malheureusement. Je m'excuse parce qu'il a soulevé quand même, il a cité mon président quand même, il a cité. Oui, mais nous sommes malheureusement donc, je voulais à la fin de notre émission. On reviendra dans d'autres émissions. Juste des secondes pour dire que la raison qui avait poussé les Cash à l'époque d'aller se voir en Nairobi pour signer cet accord-là, c'était juste qu'ils avaient dit que l'accord qui a été signé à Genève, c'était en dehors des terres africaines et qu'ils voulaient signer un accord en terre africaine. Donc, l'élément de réponse est pris en compte. Merci en tout cas. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. C'est que vraiment, il faudra que l'on comprenne une chose. Pour mettre fin à cette question du Congo et à tous les problèmes du Congo, les Congolais doivent se prendre en main. Et se prenant en main, les Congolais doivent pratiquement rejeter tous les accords qui ont été signés depuis Sand City et même jusqu'aux dernières, les accords de Rwanda. Merci maître, merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission consacrée à votre pays, la RDC qui connaît aujourd'hui dans sa partie Est une rébellion. Espérons que vous réussissiez à trouver par vous-même les moyens. Le génie congolais doit s'exprimer et vous avez la capacité, la possibilité de trouver les solutions pour juguler ce problème et qui cause tant et tant de souffrance à vos compatriotes dans l'Est de votre pays. Merci à vous. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré à la RDC. Pour suivre cette émission, rendez-vous sur www.nca-tv.com et surtout abonnez-vous massivement. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.